La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Dans quelques instants, nous allons parler de chamanisme sibérien grâce à Elena Mitcheskina, j'espère que je lui ai pas écorché son nom, qui a publié un livre, Les secrets du chamanisme sibérien, chez Vega Éditions. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Elena Mitcheskina, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, bienvenue dans la clé du mystère, nous allons parler de chamanisme. Vous avez publié Les secrets du chamanisme sibérien chez Vega Éditions. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire cet ouvrage ? En fait, ça fait un bon moment que je pratique le chamanisme en France. Donc, je suis venue en France il y a 12 ans. Et donc, j'ai plusieurs personnes qui me suivaient, qui font des formations avec moi. Et plusieurs de cette personne m'ont dit comme quoi je devrais faire un ouvrage sur le chamanisme sibérien parce qu'il n'y en a pas. Et en plus, dans cet ouvrage, je voulais mettre des choses plus pratiques parce que ça, ce qui je trouvais qui manque aussi, les choses, comment n'importe quelle personne peut aller donc faire les expériences chamaniques sans obligatoirement passer par des formations, des stages, des choses comme ça. D'accord. Donc voilà, je voulais partager un petit peu aussi mon vécu, mon expérience et donc donner des conseils pratiques sur tout ce qui concerne le chamanisme sibérien. Alors vous pouvez nous expliquer déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas le chamanisme, qu'est-ce que le chamanisme ? Chamanisme, c'est on va dire, le mouvement spirituel, ce qui rassemble aussi les médecines de l'âme. Donc c'est un mouvement ésotérique. C'est les premières religions qui existe à l'aube de l'humanité et qui n'a jamais s'arrêté en fait, qui existe toujours dans le monde entier, sous en forme différente parfois, mais si on regarde le chamanisme dans tous les pays du monde, on trouve certaines ressemblances dans n'importe quelle pratique. Le chamanisme et le chaman, c'est quelqu'un qui un guérisseur de l'âme, c'est quelqu'un qui sait parler aux esprits, qui sait voyager dans le monde intermédiaire. Et qui sait aussi voyager dans les mondes invisibles. Donc voilà, le chamanisme, c'est pour but donc mettre le contact la personne avec la nature, avec soi-même et avec les dieux. Alors quelque part, c'est la base de tout finalement. C'est la base de tous les mouvements spirituels actuels. En fait. Et finalement, les religions se sont inspirées du chamanisme et de tous ces personnes qui sont venues donner des messages sur Terre. Exactement. Alors dans votre livre, vous parlez donc de chamanisme sibérien. Il y a une différence entre le chamanisme sibérien et les autres formes de chamanisme ? Dans la globalité, non. Non. Donc, est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'on trouve les différences? C'est dans la manière, dans la technique de chamanisme. Par exemple, donc, chamanisme sibérien, le chaman se met en transe avec l'aide de tambour. Tandis que dans d'autres pays, il y en a la danse, il y a la chant, il y a aussi dans toutes sortes de percussions. Il y a aussi en Amérique du Sud le chamanisme par les plantes, de pouvoir. Donc il y en a plusieurs techniques de respiration, des choses comme ça. Donc plutôt on peut trouver là-dedans la différence. Mais dans la globalité, non, c'est la même chose. Le chaman, c'est quelqu'un qui sait aller en transe, qui sait se diriger dans le monde invisible et qui a aussi plusieurs esprits qui collaborent avec lui. Alors d'une manière générale, les chamans ont accès à d'autres réalités. Quelles sont ces réalités et ces autres dimensions ? Donc selon le chamanisme sibérien, on peut trouver ça aussi dans toutes les formes de chamanisme. Il y a 3 mondes qui existent. Donc c'est le monde intermédiaire, c'est le monde dans lequel on se trouve nous. Donc le monde où il y a des gens, les immeubles, les plantes, donc les animaux, tout ça, ce qu'on peut voir. Aussi son côté invisible, donc les esprits de la nature, les fées, les ondines, les esprits des lieux, les esprits des maladies aussi. Donc dans cette couche-là, le monde intermédiaire, on peut trouver aussi les esprits de ce qu'on peut dire négatifs, qui se considéraient comme négatifs. Il y en a aussi donc le monde en bas et le monde en haut. Le monde en bas, c'est un monde qui est peuplé des esprits qui n'ont pas d'ego, qui n'ont pas de dualité. Et qui, dans ce monde aussi, il n'y a pas d'espace-temps.
Donc, c'est-à-dire que le chaman voyage dans le monde d'en bas sans prendre beaucoup de risques. Hein. Ouais. Donc, le monde d'en bas, c'est un noble un monde qui est peuplé des esprits auxiliaires. C'est les esprits qui sont bienveillants aux chamans, qui sont des formes d'archétypes. Ouais. Donc, c'est les esprits, on peut trouver là-bas les esprits comme anima totem, les esprits qui servent aux chamans à faire quelque chose. On peut trouver aussi les esprits des plantes, les esprits des pierres, les choses comme ça. Mais c'est dans les formes pures. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à dualité ni ego. C'est le monde là où il y a de la paix, l'amour et il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a pas de dualité de ce monde. Le monde d'en haut, c'est le monde qui est gouverné par les esprits plutôt de l'ordre supérieur à nous. C'est un monde spirituel, c'est le monde de la lumière. Et c'est là-bas où on peut trouver les entités qui sont considérées comme Dieu, divinité, de quelque sorte. Là-bas on peut trouver les divinités de toutes les religions modernes ou anciennes. On peut trouver aussi les chamans et on peut trouver aussi les ancêtres qui nous enseignent. C'est les gens qui sont sortis du cycle de réincarnation. Donc le chaman, il voyage dans tous ces trois mondes et il devrait avoir l'accès à tous ces trois mondes. Et aussi, il devrait avoir les alliés dans ces trois mondes. Donc le monde en bas, le monde en haut et le monde intermédiaire. Alors finalement, c'est ce que l'on appelle le plan de l'au-delà où il y a les décédés. Dans le monde en haut, oui, il y en a des décédés aussi, effectivement. Oui. Alors il y a plusieurs niveaux, je suppose. Oui, bien sûr, il y a plusieurs niveaux. Dans le monde en haut, il y en a plusieurs niveaux, mais le chaman, il va plutôt souvent dans le premier niveau. Mmh. Vous avez une expérience, certainement. Comment se sont passées vos premières expériences? Toute première expérience, c'était plutôt spontané. J'ai passé l'initiation. L'initiation classique, c'est pas la même manière que ça se passe ici en Occident, parce qu'ici, on fait petit à petit, on explique beaucoup de choses. Chez moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Là-bas, on y va et on voyage et c'est les esprits qui nous enseignent. D'accord. Le chaman qui m'a initié, il donne des indications, plutôt les choses de l'ordre. Qu'est-ce que c'est le monde, qu'est-ce que c'est la médecine, les choses comme ça. Les premiers voyages, c'est découverte de tous ces trois mondes, donc l'acquisition, on va dire, la connaissance des esprits qui le gouvernent, pour après, par la suite, pouvoir travailler avec eux. Alors, pour avoir accès à ces trois mondes, il faut passer par la décorporation, je suppose, la sortie de corps. C'est pas vraiment la sortie du corps, c'est plutôt l'esprit qui voyage. Ah oui, alors quelle est la différence? Il s'agit de corps énergétiques, le premier. Donc quand on fait le voyage astral, on voyage dans le monde intermédiaire. Mm-hmm. Donc c'est le chaman qui quand il voyage dans le monde en bas et le monde en haut, c'est un esprit qui voyage. Et alors vous avez découvert quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec des mots ce que vous voyez quand vous êtes justement dans ces dimensions? Oh, ça va être difficile. Ouais, c'est parce que pour expliquer les mots, pour décrire les mondes, il faut avoir les mots que les gens connaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Et comme elle n'a pas de repère, on peut dire que c'est quelque chose de l'ordre fantastique, ce qu'on peut parfois trouver dans les films, les images comme ça, qui souvent on trouve les êtres, les objets ou les dimensions qui ne sont pas de ce monde-ci, donc ils sont indescriptibles. Mais ce que je peux dire déjà, que le monde, les deux mondes, le monde en bas et le monde en haut, c'est des mondes très beaux. Oui. Ils sont très purs. Le monde d'en bas, il a un petit peu la vibration un petit peu plus chaude, il a une vibration un tout petit peu plus dense que le monde en haut. Le monde en haut, c'est très fluide, c'est très léger, c'est très lumineux. Et c'est un monde qui, il y a beaucoup de lumière et il y a la vibration qui est plus fine. D'accord. C'est ce que je veux dire. Alors, est-ce qu'il y a des formes? Est-ce que vous voyez des couleurs? Qu'est-ce que vous voyez exactement? Je vois je vois tout en fait, quelque chose. Je vois des esprits déjà. Je vois le contexte dans lequel ils se trouvent. Je vois les personnages. Ils me racontent des choses, ils m'expliquent des choses, ils me montrent, ils me guident. Il y a aussi les sensations corporelles. Oui. Donc, par exemple, chaman, elle peut prendre la forme de son animal totem pendant le voyage. Donc, on se ressent en tant qu'un animal à ce moment-là. Donc,
le voyage, il se fait pas que dans le visuel. On a aussi devoir avoir la capacité d'entendre le monde invisible et aussi ressentir des choses. Alors, quelque part, est-ce que ça ressemble pas un peu au monde du rêve? Il y a une nette différence. Je peux vous expliquer ce que c'est. On me pose cette question assez souvent. Quand quelqu'un rêve, quand quelqu'un fantasme sur quelque chose, on va dire ça comme ça, il produit c'est une imagination. Une forme pensée. Vous me posez les questions par rapport à l'imagination ou par rapport à les rêves quand on dort? Par rapport aux deux, finalement. Par rapport aux deux, d'accord. Donc, je vais vous donner la différence entre les deux. Donc, imagination, je commence par l'imagination. Imagination, c'est quelque chose que la personne est produit. Donc, ça veut dire que c'est son propre créativité. Ouais. Pour créer quelque chose, il faut donner déjà des efforts. Donc, on dépense de l'énergie là-dedans. Ensuite, on a totalement le contrôle sur notre imagination. C'est-à-dire que comme c'est nous qui créons l'image, on peut poser tout ce qu'on souhaite là-dedans. On peut l'enlever, on peut faire dérouler les choses, etc. Dans le voyage chamanique, déjà, comme c'est quelque chose qui vient en chaman, on ne dépense pas de l'énergie pour la création de cette image. Ça vient de l'extérieur, d'accord? D'accord. Et une deuxième chose, que dans le voyage chamanique, le chaman ne peut pas changer quoi que ce soit dans son voyage. C'est-à-dire que déplacer les objets, changer, je voulais pas, par exemple, je voulais pas parler de cette entité-là, je voulais que ce soit un autre, ça marcherait pas. D'accord. C'est toujours l'imposer. C'est comme ça aussi, on voit les choses on n'a jamais vu dans la vie actuelle, dans la vie, on va dire, physique, dans ce monde-là, dans le monde grossier, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, donc on ne peut pas avoir les repères. Souvent, on voit ce genre de choses dans le voyage chamanique. Ça, c'est la différence entre les fantasmes, les rêves, l'imagination et le voyage chamanique. Donc, deuxième question, c'est par rapport à les rêves, c'est quand on dort. En fait, le sommeil, les rêves, quand on dort, le sommeil, c'est notre voyage chamanique aussi. Sauf que dans ce voyage, le chaman, les personnes qui dorment, tant qu'il n'est pas chaman, elle n'est pas conscient de ce qui se passe, donc elle n'a pas de contrôle. Vous voyez ce que je veux dire. Le chaman, elle commence au moment où il peut avoir le contrôle sur son voyage chamanique. Oui, c'est pour ça que les rêves, finalement, c'est un peu n'importe quoi. Quand on se réveille, c'est tout et rien, quoi. Il y a certains chamans qui arrivent à avoir le contrôle sur le monde des rêves quand on dort. Et c'est le chaman dormeur, c'est le chaman qui font les voyages chamaniques en dormant. Ça s'appelle les rêves lucides, les choses comme ça. Les rêves lucides, oui. Oui. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes de retour et nous parlons de chamanisme sibérien grâce à Elena qui a publié un ouvrage, Les secrets du chamanisme sibérien, chez Vega Éditions. Alors vous avez rencontré des élémentaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les élémentaux? Les élémentaux, c'est les entités de monde intermédiaire. Ce sont les entités qui sont constituées d'un seul élément. De l'air, de terre, de l'eau ou de feu. C'est les entités qui ont beaucoup de l'aide aux chamans. C'est par exemple les entités de l'eau, c'est les ondines, les nix. Les entités de feu, ce sont les salamandres. Et donc ça, c'est les entités qui, en certaines caractéristiques, elles ont un ego. Elles sont mortelles. Ils sont aussi soumis à l'espace-temps, c'est-à-dire que si vous voulez voir un ondine concrète, il faut aller dans le lieu où il réside. On ne peut pas le voir à distance. Après, il vous enseigne des choses concernant chaque élément, de son élément. Qu'est-ce que son élément il véhicule, il nous transmet. Ce qu'il faut savoir aussi que chaque élémental, elle est différente. Donc, comme je vous ai dit, ils ont un ego. Donc, ils ne sont pas tous pareils non plus. C'est un petit peu comme le petit peuple. Oui, tout à fait. C'est comme nous. Ils s'aiment, ils s'aiment pas. Et voilà, ils évitent. Et voilà. Donc, c'est un petit peuple.
Alors, c'est ce qu'on appelle les esprits de la nature, finalement. Oui, c'est ça, c'est les esprits de la nature. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent en général? Quel est le genre de communication que vous avez avec eux? Ça dépend de pourquoi je vais aller les voir. Parce que parfois, on peut juste aller voir dans la forêt, parler un petit peu avec eux, ou dans la rivière, dans la mer. Parfois, je demande des renseignements, j'ai besoin de l'aide ou quelque chose comme ça. Parfois, on parle assis avec les éléments. Si, par exemple, j'ai fait les cérémonies, où je fais les soins spécifiques à la personne. Donc, dans ces cas-là, parfois, j'invoque les entités d'un élément pour qu'ils puissent aider à cette personne. Ça dépend, et si le plus souvent, si les personnes ont les problèmes de régularisation des éléments dans le corps. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec des personnes décédées de l'autre côté? Oui, bien sûr. Le chaman, il en a besoin. C'est partie de son travail, c'est d'accompagner les âmes des gens qui sont décédés dans l'autre monde s'ils ne sont pas montés. Ça, cette pratique, on peut le trouver dans toutes les religions qui existent. Bien sûr. On sait très bien que dans certaines circonstances, l'âme ne monte pas et donc elle reste dans le monde intermédiaire, ce qui crée qu'ils peuvent avoir des pollutions énergétiques. Parce que pour rester ici, ils ont besoin de sauvegarder l'énergie, donc ils ont besoin de l'énergie, et souvent ils le trouvent après de ses parents, ses amis, ou ils squattent le lieu où il habitait avant. Ça fait que cette zone, elle devient en charge énergétique assez lourde. Parfois, les membres de sa famille peuvent être très malades, ou ça peut créer le deuil pathologique, les choses comme ça. Donc le chaman, il passe dans ces cas-là pour pouvoir accompagner cette âme dans le monde en haut, pour qu'il puisse rester se reposer, avoir des renseignements pour la suite, se réincarner. D'accord. Alors, et quels sont les messages que délivrent les personnes décédées de l'autre côté en général? Ça, c'est plutôt le travail des médiums pour recevoir les messages. Normalement, je ne fais pas ce genre de choses. Ça, chacun son métier. Mon travail, c'est plutôt de raccompagner les âmes. Les messages, si on reçoit, c'est par rapport à si ils sont là, et ils veulent pas partir. Parfois, ils sont là parce qu'ils ont justement un message à transmettre à ses proches. Dans ces cas-là, effectivement, je le dis. D'accord. Voilà, il est parti à condition que je vous délivre ce message. D'accord. Quel est le rôle principal du chaman? Le rôle, en fait, il y en a plusieurs. D'abord, c'est un guerrier spirituel. C'est-à-dire que si le chamanisme, c'est déjà pour le bien de ce monde et par rapport à soi et le monde. Ensuite, c'est un médecin de l'âme, un médecin des corps. Aussi, il fait les divinations de temps en temps. Ça dépend de la spécificité, parce que chaque chaman a quand même des spécificités. Oui. Aussi, le chaman, il peut accompagner les morts, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est le médecin de l'âme, c'est un conseil sans sage qui peuvent aussi délivrer des messages au-delà, qui expliquent les éléments, les choses qui se passent. Voilà, c'est en quelque sorte un guide spirituel aussi. Alors comment le chaman peut trouver les solutions pour soigner les gens? C'est son partie de son travail. Déjà, avec l'expérience, on peut voir assez rapidement ce qui se passe avec les personnes. Ensuite, le chaman, il va dans son voyage chamanique, il part dans un voyage chamanique. Il retrouve ses alliés, les alliés qui l'aident pour guérir, pour la médecine, et c'est les alliés qui soignent les personnes. Le chaman, il sert des canals, donc lui, il fait ce qu'il considérait de faire, mais c'est les esprits qui décident à la fin, c'est les esprits qui font le travail. Alors, comment se déroule une séance de guérison? Bien sûr, d'abord, les personnes qui souhaitent avoir un soin, il explique ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a, et ensuite, le chaman, il part dans transe. Il va le plus souvent dans le monde en bas. Il rencontre les esprits. Il les invoque dans ce monde-là, dans le monde intermédiaire, en chantant, il y a plusieurs choses. Et ensuite, c'est les esprits qui lui disent au chaman ce qu'il faut faire pour cette personne.
Donc, souvent, après, voilà, je demande aussi, je pose la question, est-ce que la personne est d'accord qu'on fait ce genre de travail ou pas? Parce qu'il ne faut pas oublier le libre arbitre aussi. Bien sûr. Alors à la page 169 de votre ouvrage, vous parlez des propriétés des pierres. Certaines pierres auraient des propriétés particulières. Mhm. Lesquelles? C'est-à-dire que les pierres, comme les plantes, elles ont leur propre vibration. C'est les esprits de la nature, ça fait partie de ce monde intermédiaire. Et le charge, le porte, on peut faire aussi la médecine avec la pierre et les plantes. D'accord, oui. Comme chaque pierre elle a ses propres capacités vibratoires, elles peuvent soit agir sur ton centre énergétique ou peuvent protéger, elles peuvent nettoyer, elles peuvent faire plein de choses. Les plantes, c'est la même chose. Et on peut faire les mélanges des plantes qui peuvent guérir, qui peuvent faire plein de choses. Elles peuvent protéger la maison, chasser des mauvais esprits, protéger les enfants. Bon, enfin bref, c'est comme composition, vous voyez ce que je veux dire. D'accord, ouais. On compose les choses et pour attirer quelque chose de bien ou chasser le mal, les choses comme ça. Alors Elena, est-ce que vous avez des projets? Pour l'instant, je continue mon chemin de chaman ici en France. Donc je soigne, je donne des enseignements aux gens. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour que je leur explique ce que c'est le chamanisme. Ils font faire les expériences et il s'avère que certaines personnes entre eux, ils ont déjà, pas le parcours chamanique, mais ils sont dans l'âme, ils ont chaman. Oui, ils sont peuvent sensibles. voyager. Ah, J'ai rencontré plein de personnes comme ça et du coup, par la suite, elles me suivent dans les formations et elles deviennent chaman. Parfois, elles se disent pas d'être chaman, mais moi, je les dis toujours, si, vous êtes chaman. Alors, vous donnez des conférences? Oui. Alors, comment réagissent justement les personnes qui découvrent le chamanisme, qui sont pas au courant? Ça dépend. Ils sont souvent très hésitants. Oui. Et ils viennent, ils vont, ils s'intéressent et ils lisent beaucoup de choses. Ils veulent trouver les réponses. C'est ça, les gens sont très demandeurs de réponses. Ouais. Est-ce que vous avez des séances de signature par rapport à votre livre? Je le fais il n'y a pas très longtemps. Vous venez un peu partout en France, je suppose? Oui. D'accord. Vous venez chez nous dans le sud? Oui. À Toulouse, Marseille, Montpellier, Nice? Oui, c'est pas dans le projet, mais oui, je vais dans le sud. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Sur Internet, vous pouvez déjà trouver plusieurs vidéos de moi sur YouTube. Il y en a aussi mon site Internet, neochamanisme.fr. Oui. Et il y en a plusieurs articles qui sont consacrés au chamanisme. Voilà, aussi il y a des actualités et tout ce que je propose comme formation, des choses comme ça. Il y a aussi la possibilité de me contacter pour des questions, les renseignements. D'accord. Et pour terminer, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs qui s'intéresseraient au chamanisme? Tous ceux qui s'intéressent au chamanisme, je vous conseille donc vivement de faire cette expérience parce que c'est très enrichissant. C'est un travail qui est hors de commun. C'est un découvert de soi, de ce monde et la place de la personne dans ce monde. Et si le chamanisme vous attire, si vous sentez que c'est quelque chose qui devrait être avec vous, allez-y, n'hésitez pas de faire le voyage chamanique. Vous allez voir que c'est assez facile. C'est pas si difficile que c'est pareil. Alors finalement, ça permet d'être mieux en soi-même, je veux dire. On peut dire que même les personnes qui sont jamais commencé à faire le parcours chamanique pour guérir qui que ce soit, devenir chaman, par le biais de connaître le chamanisme, elles reçoivent déjà un énorme soin. Déjà, le fait de connaître ses alliés, de connaître les mondes en haut, de voir tout ce genre de choses, c'est une énorme aide pour les personnes, c'est une énorme découverte de soi. Et une meilleure compréhension de la vie, je suppose. Voilà, exactement. Elena, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Bon courage pour la suite et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.